Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, je peux pas faire ça tout seul. Ça me prend une bonne équipe. Comme dans vos projets de construction, ça prend des gens compétents, professionnels et performants. Et pour ça, il y a Cordero, l'allié des grands bâtisseurs. Salut la gang! Cette semaine au podcast Hugo Girard sans limite, je reçois un athlète qui a gagné 6 médailles aux Olympiques. Pas une, 6. Une machine. Charles Hamelin. Je vous fais ça sans limite. J'aime recevoir des athlètes. Yes. Puis, tu sais, t'as toute une feuille de route, fait que tout le monde te connaît. Puis là, on est dans le temps des Olympiques, fait que je voulais recevoir un athlète olympique. Puis je pense que c'est le rêve de tout le monde qui pratique un sport olympique, c'est de gagner une médaille. Tu sais, t'en as gagné 6, dont 4 d'or. Exact. Tu pensais-tu de faire ça quand t'étais jeune? Ben, en fait, quand j'étais jeune, mon but quand j'ai commencé le patin, c'était pas de faire du patin, c'était de savoir croiser. Je savais patiner avec mes parents. On a appris avec mes parents de patiner sur des lacs. À Sainte-Julie, on a un lac, le parc Harvey. On allait patiner là toutes les fins de semaine. Puis, ben, c'était le fun, mais je savais pas croiser. J'avais la misère à croiser. Fait que j'ai dit, hey, je vais prendre des cours de patin. Mon frère en faisait déjà depuis 1 an. J'étais comme, ça a l'air cool. Il a appris à croiser. Moi aussi, je suis capable. C'était pour croiser? Ouais. Puis, Pas croiser. capable de virer? Oui, pour aller jouer au hockey. OK. Fait que toi, tu voulais jouer au hockey. Ben, tu sais, c'est comme, hey, mes amis vont jouer au hockey, je vais aller apprendre à croiser, passer un peu plus vite, puis je m'en vais jouer au hockey avec mes amis. Mais j'ai jamais été jouer au hockey. Je suis resté dans le patin, je suis tombé en amour avec le sport. Mon père est devenu entraîneur. Mes 2 frères ont commencé à faire. Mais François, en faisait déjà. Mon petit frère Mathieu a commencé aussi. La famille était dedans. Fait qu'on n'a jamais dérogé du patin. On est tombé en amour avec le sport. Fait que toi, tu faisais du patin de vitesse déjà à ce moment. C'était ça, là? Tu allais suivre des cours de patinage de vitesse? Oui, exact. Hey, c'est quand même drôle. Je pensais pas que ça pouvait être un chemin qui puisse t'emmener vers le hockey. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais, parce que le patin, pas pareil. Mais il y a aussi que le patin, c'était vraiment pas connu dans le temps. Tu sais, c'est comme, mettons que j'ai commencé en 93, 94. C'était-tu les Grandes Lames? Oui. Mais on a commencé à patiner de hockey. Parce que, mettons, quand tu commences à patiner, si je te mets des patins longue lame dans les pieds, quand t'as jamais patiné avec des patins longue lame, tu vas pas aimer ta vie, là. C'est pas facile, là. Il y a une transition à faire. C'est quoi la différence entre les deux? Mais en fait, c'est que le patin de hockey, c'est un patin où la lame est concave. Ça veut dire que, mettons, quand tu aiguises les patins, mais il y a comme une courbure qui fait en sorte que peu importe t'es où, tu tiens debout, tu tournes, ça va toujours un peu gripper. Comme tu vas être capable de pousser, tu vas sentir c'est ça le bruit qu'on entend quand on patine. Là. Mais en patin de vitesse, il y a un flat, ça veut dire qu'il y a un plat sur la lame. C'est quoi ça fait comme différence quand tu patines? C'est juste que si t'es sur le plat, ça glisse? Ça glisse, ça grippe pas. Mais pour aller chercher l'effet de comme tu veux pousser dans la glace, il faut vraiment que tu ailles sur les corps, soit intérieur ou extérieur, dans les droits ou dans les virages. Fait que c'est vraiment une chose différente. Puis aussi la longueur de lame. Sinon, c'est comme si tu fais du ski de fond. Ben, tu peux pas croiser avec des skis de fond. Tu as la misère parce que c'est long. Mais c'est un peu la même chose. Le même effet, là, c'est des longues lames. Tu exagères le mouvement. Exact. Fait que quand tu es jeune, mais en plus, tu as les petites jambes. Fait que là, c'est pas facile. Puis, à l'époque, vu que c'était pas un sport hyper développé, ben les patins avec lesquels que moi j'ai commencé, c'est des patins de cuir. Il n'y avait pas de patins plus solides. C'est vraiment des patins... En composite, possiblement, maintenant. Ben, maintenant, c'est fibre de carbone, fibre de verre, tout dépendant des compagnies. Mais à l'époque, c'était du cuir. Fait que c'est vraiment comme 2 trucs de cuir sur chaque côté, un peu renforcés, avec des lacets, avec une lame vissée en dessous. Puis tu y vas là-dessus. Puis là, ben, je me suis fait des ampoules. Mais la face que le coach, il dit à mon père, là, ton fils s'en va sur les longues lames. Il n'a pas signé de contrat, mais il dit, fais comme si on signe un contrat. Faut que ton gars patine au moins 4 semaines. 1 mois avec ses patins. Faut que tu lui donnes 1 mois parce que si tu lui donnes juste 1 semaine, il va vouloir te tuer, puis il va pas aimer sa vie, puis il ne voudra plus jamais revenir. Fait que fais en sorte qu'il persévère. Commit pour 1 mois. Ouais, pour 1 mois. Puis tu vas voir, après 1 mois, les bobos vont être guéris, puis il va être devenu un meilleur patineur, puis il va aller pas mal plus vite. Puis, comme prévu, j'ai détesté embarquer sur mes patins la première fois, mais dès que les bobos sont partis, dès que je me suis bien senti sur les patins, c'était un feeling vraiment incroyable. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Y a-tu un athlète qui t'a inspiré dans le sport?
Ben, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que directement dans le sport que j'étais, il y avait les Marc Gagnon, les Frédéric Blackburn, les Isabelle Ah, c'est Charret, vrai, ça, c'est cette Nathalie Lambert. génération-là. Exact. Là. Fait que moi, j'ai grandi en les regardant, en les ayant comme idoles durant toute ma carrière. Fait que eux, d'emblée, ça a été vraiment mes idoles sportifs très jeunes. Mais tu sais, en grandissant, ben, tu sais, j'ai eu des idoles sportifs dans d'autres sports. J'ai eu Roger Federer, Lewis Hamilton. Tu sais, au baseball, tu sais, c'est quand même plus vieux, mais tu sais, les Moïse Alou, après ça, plus tard, un peu plus de mon âge, mais un genre de Russell Martin. C'est tous des gars qui ont été, pour moi, j'ai trouvé comme ce qu'ils ont fait dans la vie, ce qu'ils ont fait comme niveau sportif, c'était incroyable. Qu'est-ce qui t'inspire dans le parcours d'un athlète sportif? Bien, de l'avoir vécu, c'est que je sais par où il a passé. Tu sais, je n'ai pas été dans son sport, mais je sais le chemin qu'il a dû traverser, les hauts, les bas, la persévérance qu'il a dû amener, le travail, l'éthique de travail, l'assiduité au travail aussi. On est capable de se transposer. OK, lui, il est rendu là, mais il a travaillé en maudit pour y arriver. Puis un athlète qui est exceptionnel puis qui sort du lot, tu sais qu'il a travaillé fort toute sa vie pour ce moment-là. Puis de voir ces gens-là accomplir des grandes choses, ben moi, c'est ça qui me rend émotif, dans le fond. C'est comme je vois une victoire, je vois quelqu'un gagner, je vois l'émotion de la personne quand il gagne, puis je me transpose directement dans ses émotions à lui, puis je sais exactement comment est-ce qu'il vit sa glace ou ce qu'il vit sur le monticule ou Parce que tu extérieur. vis son cheminement, tu le vis, tu l'as passé par là. Je peux voir clairement par où il a passé. T'sais, on n'a pas tous le même chemin, mais une personne qui se rend au plus haut de son sport passe par le chemin que j'ai passé, c'est sûr. C'est drôle, tu es ici aujourd'hui. C'est du patinage de vitesse courte piste. Oui. Moi, je me souviens, les Rues olympiques de Sarajevo, puis Gaétan Boucher. Gaétan Boucher, ben oui. Moi, je ne me souviens pas, par exemple. Non, toi, mais non, moi, exact. c'est là. Mon souvenir du patinage de vitesse, Ouais. c'était Gaétan Boucher qui gagne une médaille de bronze, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis c'est devenu un héros national à l'époque. Là. Instantané, oui, exact. Je pense qu'il a influencé ceux que tu me parlais tantôt. Exact. Puis même Gaétan Boucher, avant de faire avant de performer au niveau longue piste, il était aussi un gars de courte piste. Il a été champion du monde en courte piste aussi, avant d'être le champion qui était en longue piste. Fait que tous les jeunes, mettons les Marc Gagnon, jeunes à cette époque-là, le Gaétan Boucher a été leurs idoles. Là. Fait que ça part vraiment, le début. Pourquoi que le Québec, on est aussi fort, ça commence à Gaétan Boucher. Parce qu'en 88, il n'y avait pas de courte piste. Là. Il est arrivé en 92, donc 4 ans plus tard. Fait que c'est lui qui a parti, qui a allumé le petit feu du patin de vitesse au Québec. Exact. C'est quoi la différence entre le courte piste et le longue piste? Au niveau technique, c'est-tu vraiment différent? C'est complètement deux sports différents. Ça s'appelle pareil, mais c'est vraiment super différent. La plus grosse différence, c'est le patin. En courte piste, patin vraiment solide, plus haut, la lame est fixe en dessous. Donc, c'est les lames, on achète la bottine et la lame séparément, mais ils sont vraiment ils sont vissés. On ajuste la lame en dessous de la bottine à la préférence du patineur. Mais c'est vraiment, vraiment fixe. Là. Comment tu l'ajustes? Il y a des vis en dessous, puis tu peux l'ajuster, dans le fond. Plus tu vas patiner vite, plus tu vas la décentrer, parce que plus tu vas virer vite, plus tu vas être couché sur la glace. Fait que si tu veux pas que ta bottine touche par terre, il faut que tu tasses la lame. Fait que tu es capable de décentrer la lame. Exact. Puis après ça, tu peux aussi jouer avec l'angle. Est-ce que tu veux avoir plus de lame en avant, plus en arrière? C'est comme, il y a plein de façons, de variantes. Dans les deux disciplines? Longue piste, c'est plus centré. Parce que les virages sont plus longs. Ils sont plus longs. Il y a moins d'inclinaison dans les virages. Et la grosse particularité du longue piste, c'est que la lame, elle décolle. C'est-à-dire qu'il y a un système de spring, puis le derrière n'est pas fixe. Fait que quand ils vont pousser, quand ils vont arriver au bout de leur poussée, ça veut dire que la lame, elle va décoller, puis elle va finir. C'est comme si tu avais l'allongement de ta jambe. Exact. Fait que si tu finis, en longue piste, ça va finir plus avec les orteils, puis en patin courte piste, plus avec le talon, parce que justement, tu n'as pas l'effet de lame qui va décoller. Tu n'as pas le clap qui appelle. C'est un clap, quand ça revient, ça va faire un petit bruit. Ça, ils font tout ça pour gagner de la vitesse?
Exact. Quand c'est arrivé avant les Jeux de 2002, si je ne me trompe pas. Juste un petit peu avant, ou dans cette transition-là. Puis c'était une révolution. T'sais, dès qu'ils ont commencé à partir au début, quand un changement arrive dans un sport, souvent c'est ça change rien, ou il y a bien du monde qui était comme à l'inverse, comme moi je veux pas toucher à ça parce que ça sera bon pour moi. Ça a été introduit en compétition? Exact. Pour tout le monde, ou c'est un athlète qui est arrivé avec ça? Tout le monde pouvait l'utiliser. C'est comme, dans le fond, c'est une compagnie qui est sortie avec ça. Puis quelqu'un qui a commencé à avoir ça en même temps à une compétition, mais ça commence par une personne. Il y avait le droit. Il n'y a pas de Il y a règlement. pas de règlement? Exact. OK. Puis là, après ça, ben là, c'est comme, OK, ben il n'y a pas d'avantage. Mais tu sais, il y a eu des choses qui ont été interdites. Tu ne peux pas avoir de lame chauffante parce que ça va te donner un avantage. Puis c'est mécanique. C'est pas quelque chose. Le ressort, puis Le ressort en tactile ne donne pas de poussée. Il sert à c'est toi qui l'utilises, là. Ouais. C'est pas mettons, si on a une lame chauffante, ça va amener plus de glisse, mais on utilise de la chaleur. On n'utilise pas ton corps à toi. C'est pas l'humain qui décide. Bref, le patin, ça a été comme, OK, le clap a été approuvé. Le monde peut l'utiliser. Après ça, c'est ton choix. Tu veux l'utiliser ou tu veux pas l'utiliser, mais les Olympiques étaient quand même proches. C'était peut-être un an avant les Jeux, moins qu'un an avant les Jeux. Il y a des athlètes qui l'ont utilisé. Il y a des athlètes qui ne l'ont pas utilisé. Puis ça a vraiment joué à ce moment-là. Parce qu'il y a du monde qui ont gagné qui ne devaient pas gagner. Puis il y a du monde qui ont perdu qui devaient gagner parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Donc, ça l'a influencé. Ça a influencé totalement. Puis après ça, tout le monde a changé sur les claps. Tout le monde, tous les records ont descendu vraiment, vraiment rapidement. Puis on est encore là. C'est encore ça, la technologie pour la longue piste. Tantôt, tu as parlé des athlètes qui t'avaient influencé. Puis tu as parlé de joueurs de baseball. Fait que toi, t'étais un gars qui aimait le baseball quand t'étais jeune. Avant de faire du patin, j'étais un joueur de base. Puis j'ai joué au baseball pendant que je patinais aussi, là, durant les étés. Puis c'est ça. J'étais quand même un bon joueur de baseball, puis j'aimais ça. Je jouais tout le temps une catégorie au-dessus de mon âge. J'étais toujours un petit peu en avance sur les autres au niveau baseball. Fait que j'étais quand même pas mauvais. Est-ce que après ça, le monde me dit, si tu avais continué dans le baseball, ça serait rendu où? Je sais pas. Mais comme j'ose croire que si j'avais eu la même discipline dans le baseball, j'aurais été aussi loin que ma volonté aurait voulu m'amener. Mais j'adore le baseball. J'ai suivi les expos. À la fin, avant qu'ils déménagent à Washington, moi, je commençais à patiner au Centre national qui est à l'Arena Maurice-Richard, qui est à côté du stade. Puis j'allais voir quasiment toutes les games à la maison. Ça coûtait quasiment rien. Ça coûtait genre 15$ pour aller voir un match. Fait que j'étais tout le temps là, tous les matchs. Puis après le match, ben c'est soit avant ou après le match, je m'organisais pour aller patiner. Fait que j'étais quasiment là. Je voyais la moitié des matchs des expos. Fait que j'étais un gros fan des expos. Puis ben là, depuis qu'ils sont plus là, j'ai comme transféré un peu mon allégeance vers les Blue Jays. Puis, OK, t'as fait le saut, là, ouais, toi. Là. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme « Ah ouais, t'as fait le saut avec Toronto à Toronto. » Ben oui, je suis un gars de même. Tu te promènes-tu avec une casquette des Blue Jays à Montréal? Ouais. Ah, c'était vrai, hein? Ouais, en fait, j'étais allé l'année 2022, quand j'ai gagné ma dernière médaille, ils m'ont invité à faire le lancer protocolaire d'un des matchs. Ouais, exact. Comment t'as trouvé ça? C'était malade, pour vrai. C'était malade. Puis la mascotte, elle a tenu comme toutes les médailles sur son bras. Fait que, pendant que je lançais la balle, t'avais la mascotte qui tenait mes médailles. Puis non, c'était cool. J'avais lancé la balle. Au début, j'étais comme « Ah, j'espère que ça va être Vladimir Guerrero », mais finalement, ça a été un des lanceurs releveurs qui était là. Fait que, bref, pas la personne que j'aurais voulu, mais j'aurais voulu avoir la signature sur la balle. Ah, ben oui. Mais t'aurais pas demandé après? C'était pas facile. Non? Ben, t'aurais dû, ça t'aurait assumé puis partir avec ta balle. J'ai demandé, mais parce que j'ai vu que c'était pas super simple, fait que j'ai fait comme bon, ben. Ah oui, ils t'ont rendu ça compliqué? Ouais. Ah, moi, il me semble que j'aurais fait OK, just too bad, je suis d'ici. Ça va peut-être arriver juste une fois dans ma vie. Là. J'aurais dû pousser peut-être plus. C'est mon côté gêné qui est sorti. Là, t'étais-tu starstruck? Ben, je suis un gros fanboy. Là. Comme quand que je rencontre quelqu'un, mettons, j'ai rencontré Félix Auger-Aliassime il y a une couple d'années. Lui, il est comme yo, moi, je suis fan de toi. Je suis comme, ben, moi, je suis fan de toi. Puis j'étais vraiment. Je suis devenu un peu gêné. Puis
le kid, il a 20 ans de moins que moi, là. J'étais genre, moi, je suis fan de toi. Non, c'est lui. Lui, il était comme, non, moi, je suis fan de toi. Bref, c'était ça. Quand tu étais aux Olympiques, tu allais voir les joueurs de hockey. Ça devait être spécial, ça. J'ai des belles petites histoires. C'est le fun quand les joueurs de la LNH sont là avec nous autres parce que ça fait en sorte qu'on peut côtoyer des gens plus grands que nature parce qu'on les voit quasiment tous les jours à la télévision. C'est des superstars. Oui, on entend parler littéralement tous les jours, là, surtout les joueurs du Canadien. Ils sont là, mais aux Olympiques, ils sont à la même place que vous autres. Exactement. Mais la face qu'au début, comme tes voix sont assis, puis comme en 2010, ils étaient obligés de faire partie du village olympique. Avant ça, ils pouvaient coucher dans un hôtel à l'extérieur. Mais il y avait un traitement de faveur avant. Oui, exact. Mais là, on s'est inclus avec le village, dans le village olympique, avec le groupe, avec tous les autres pays aussi. C'était un peu la règle. C'était le fun pour les autres athlètes. Mais à un moment donné, comme, quand tu manges, puis, c'est pas tout le monde qui suit le patin, qui suit le hockey, là. Mais, mettons, tu manges, puis moi, je suis un gros fan de hockey. Fait que là, tu manges, puis t'as comme un Sidney Crosby ou un Danny Muse ou un Joe Bouwmeester qui vient s'asseoir à côté de toi, puis qui mange, puis comme, hey, what's up? T'es comme, allô? Ça va? Le petit gars énervé, c'est... Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que ce sont des humains puis des athlètes comme toi. Tu sais, ils sont exactement à la même place, puis ils ont souvent la même âge que toi, ou plus jeunes, ou plus... Bref, l'amitié se crée, puis on jase, on est là pendant tous les jeux. Fait qu'on jase avec eux autres, puis je me suis lié d'amitié à une couple de joueurs de hockey. Là. Ça devait être quand même cool, parce que, ils ont un statut spécial. Ouais. Et là, tu te ramasses que là-bas, ce sont des athlètes olympiques, au même titre que tu es un athlète olympique. À la limite, toi, tu es champion olympique, puis les autres ne le sont pas encore. Mais c'est ça, tu sais, comme à Sochi, 4 ans plus tard, c'est après Vancouver. T'sais, moi, j'avais déjà gagné ma médaille d'or aux 1500 mètres. Puis eux sont arrivés, mettons, la journée d'après. Puis un peu ce décalage horaire, je suis en train de déjeuner, puis là, t'as comme les joueurs de hockey qui viennent me taper dans le dos. Hey, good job, Charles, grosse course, c'était malade de te voir. Je suis comme. C'est cool, en quoi? C'est hot, là, tu sais. T'as-tu été voir la game pour la médaille d'or? J'ai vu les matchs de finale hommes et femmes à Vancouver et Sochi et Pyeongchang et Beijing. Fait que, j'ai vu les finales de tous les. Comment ça se passe? Pourquoi tu me parles de l'ambiance? C'est comme si tu vois un match canadien qui gagne la Coupe Stanley. C'est surtout à Vancouver, là, je pense que ça a été le match de hockey le plus intense que j'ai vu de ma vie. Puis quand le stade, mais quand le Crosby a scoré en overtime, le toit du building allait sauter. Là. C'était littéralement la folie furieuse. Le monde ne se pouvait plus. Puis, nous, on avait déjà fini. Fait que, on pouvait festoyer comme on voulait. Mais je me souviens, on sort du building. Puis, c'était comme 100% du monde à l'extérieur portait du Gear Canada parce qu'il avait été l'acheter durant les Jeux au Labé. Parce que dans ce temps-là, c'est Labé qui nous habillait. Puis, le Labé était ouvert 24h/24. Puis, bref, tout le monde s'habillait. Tout le monde, c'était une marée rouge, là. Tout le monde s'habillait Canada. Puis, c'était... Genre, le monde, on était le chum à tout le monde. T'sais, on était « Hey, what's up? What's up? » Puis tout le monde était nos grands chums. Fier d'être Canadien, ça? Hey, c'était malade. Pour vrai, c'est probablement l'expérience de ma vie, de vivre les Jeux à Vancouver, dans notre pays. Ça a été incroyable. Tu sais, quand toi, tu gagnes, il y a une foule, mais c'est pas la même ambiance, là. C'est pas... Ben, je te dirais que c'est pas la même Arena 1, là. Tu sais, mettons, au hockey, c'est 21 000 personnes, puis au patin, c'était un 7-8 000, à peu près. C'est-tu la même grosseur de patinoire? Aux Olympiques, oui. Ça aurait été le fun de le faire dans la même aréna qu'eux autres. Ça aurait pas été cool. Parce que il y a beaucoup de sports. Mettons, nous, à l'aréna où on patine, il y a le courte piste et le patin artistique. À l'aréna de hockey, mais il y a plusieurs... Il faut savoir qu'aux Olympiques, il y a plusieurs patinoires. Il y a des patinoires de pratique, patinoires de compétition dans tous les sports. Parce que, mettons, t'as tous les gars, mettons, au hockey, t'as toutes les filles. Fait que là, il faut que tu fasses tous les matchs des deux sexes durant les Jeux olympiques. Fait que là, c'est un peu séparé en deux qui se croisent un petit peu. Mais là, t'as des matchs qui se jouent à plusieurs places. Souvent, 2-3 arénas de hockey qui font du hockey parce que tu peux pas faire tous les matchs dans une aréna. Tu
tu manquerais de temps à un moment donné. Là, Manquait de glace. Exact. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas là. Donc, l'ambiance avec 7-8 000 personnes dans un plus petit amphithéâtre, c'est la même affaire. Pour nous, ça a été la plus belle ambiance qu'on a jamais eue de notre vie. T'sais, de vivre ça au Canada avec le monde des estrades, nos familles, nos amis, nos fans du Canada, c'était probablement en niveau décibels, là, ça a été la place la plus bruyante sur la planète pour nous, pour un passant de vitesse courte piste. Ça a été vraiment incroyable. Tu as vécu ça comment, toi, intérieurement? Je te dirais que ça a été des jeux en crescendo. Parce que, tu sais, intérieurement, je savais que j'avais un potentiel de gagner plusieurs médailles. Mais le courte piste, c'est un sport qui peut arriver mille et une choses durant une compétition. Fait que pour moi, d'arriver là, première distance, rater la finale. Quand les jeux d'avant, j'avais fait la finale, j'avais fini 4e. Puis là, je fais même pas la finale aux 1500 mètres. Pour moi, c'était un petit échec. Mais finalement, quand tu regardes la finale, je me suis fait battre dans la demi-finale par les médaillés d'or et d'argent. Fait que les deux meilleurs à ce moment-là, c'est eux qui ont gagné. Puis j'étais contre eux dans la demi-finale. Fait que pas que je pouvais rien faire, mais je me suis fait battre par deux gars qui étaient meilleurs que moi à ce moment-là. Fait que c'est pas été super facile à apprendre, mais... C'est un bon, mais pas tant. Ouais, exact. Puis après ça, je savais que j'avais d'autres épreuves. Deuxième épreuve, le 1000 mètres. Je fais la course, la distance avec mon frère. On est deux seuls Canadiens dans cette distance-là. Les deux, on sera en finale. Là, je suis avec mon frère François, on sera en finale. On est 5 gars, on est 2 Canadiens. Donc, pourcentage de chance d'être sur le podium assez élevé. Finalement, la course s'est déroulée comme elle s'est déroulée. Fini 4 et 5. Fait que, tu sais, c'est comme... les deux frères en finale, ça a été probablement la course que j'ai faite avec mon frère qui m'a procuré le plus d'émotions. Mais c'est clair qu'on aurait aimé ça sur le podium, les deux. Mais là, on était 4 et 5. C'était un petit goût amer. Un petit peu les deux, hein? Ouais. Très aux côtés du podium. Exact. Ça n'a pas été facile à prendre. Mais encore là, il y en avait d'autres à faire. Il restait le 500 mètres puis le relais. Puis ça, c'est la même journée, la dernière journée des Jeux. Fait que pour moi, c'était... Je mets tout sur ça. Je m'assure que je suis prêt à performer pour cette journée-là. Je faisais les deux. Les deux étaient à peu près à une demi-heure d'intervalle. Finalement, aux 500 mètres, je me lève ce matin-là, je me sens prêt pour tout gagner, tout défoncer. Finalement, aux 500 mètres, pour faire l'histoire courte, je me rends en finale avec un autre de mes coéquipiers. Moi, je gagne l'or. Mon coéquipier gagne le bronze. Fait en une distance, on gagne 2 médailles. L'aréna veut tout exploser. On est comme, bon, c'est bon, là, il faut juste se remettre sur piste pour le relais dans 30 minutes. Là. Ça t'enlève du poids de ses épaules aussi. Mais c'est beaucoup, on a enlevé beaucoup de poids de ses épaules. On a comme remis un peu... Un boost de confiance. Exact, boost de confiance, mais aussi la fédération, puis tout le monde qui s'attendait beaucoup à nous. Là, on avait des bonnes performances durant les saisons d'avant, puis on voulait prouver qu'on était capable de gagner, puis on venait de le faire. Là, il nous restait l'épreuve la plus importante à mes yeux, en courte piste, c'est le relais. Le relais, c'est ça qui prouve c'est quelle la meilleure nation sur la glace. On a 4 gars. On veut prouver au monde qu'on est les meilleurs. Puis c'était juste 30 minutes après le 500 mètres. Puis finalement, on a utilisé un peu d'astuce pour utiliser les forces et les faiblesses de chacun. On a utilisé une stratégie qui s'appelle le Cobra. Le Cobra, c'est la stratégie qu'on a nommée comme ça parce qu'on avait un des coéquipiers qui aimait bien les films de Sylvester Stallone, puis il y avait un film, Mission Cobra. Fait qu'on l'avait nommé un peu en l'honneur de... On n'a pas peur d'utiliser nos astuces, puis on est là pour foncer, puis on regarde pas derrière. Fait qu'on a fait cette stratégie-là qui a marché à merveille. Puis moi, j'ai décroché 2 médailles d'or en 30 minutes. Puis on était les 2 frères sur le podium avec mes parents des estrades. Wow. Mon père était directeur, il était sur le bord de la glace avec nous autres. C'est ces moments-là, c'est des moments que je peux pas m'enlever de la tête. J'y pense régulièrement. C'est des souvenirs uniques que de vivre ça avec mon frère sur le podium. C'est
que du beau. Puis le sport, l'essence du sport, c'est ça. C'est vivre accomplir des folies en tant que frère, puis réussir à monter sur le podium. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Ta première médaille olympique, tu t'es senti comment? Je te dirais que ma première médaille olympique, je pense que j'étais trop jeune en termes de... Parce que mon ascension dans le patin s'est faite quand même rapidement. Tu sais, j'étais pas super bon pendant un bon bout de temps. Puis quand je suis devenu un bon patineur, ça a été super rapide à ce que je me rende sur l'équipe canadienne, l'équipe olympique, faire les Olympiques. Puis quand je suis arrivé là, je suis un peu naïf. C'était gros les jeux, c'était incroyable les jeux, mais dans mon corps, dans ma tête, j'étais encore un petit enfant, puis j'étais comme, j'ai rien fait encore dans le patin, puis là, j'arrive aux Jeux olympiques. Waouh, c'est gros, mais je comprenais pas vraiment c'était quoi pas l'enjeu, mais la grosseur de l'événement. Puis quand j'ai gagné ma médaille d'argent avec mes coéquipiers, mais eux, ils étaient tous déçus. Parce qu'eux, ils avaient gagné la médaille d'or en 2002, puis en 98. Fait que toi, t'étais content, mais eux, t'étais déçu. Mais fait que, j'étais comme content, mais j'étais déçu un peu comme eux. Parce que on veut ramener l'or au pays, on veut défendre le titre olympique qu'on avait déjà gagné 2 fois. On était double champion olympique avant ça. Pourquoi qu'on ne gagnerait pas? On avait l'équipe pour gagner, puis là, on gagne la médaille d'or, puis on s'est les fait voler dans le dernier quart de tour. On s'est fait rattraper à la fin, toute fin. On s'est fait avoir à la ligne par les Coréens du Sud. Mais c'était une méga course qu'on a faite, là. Moi, j'étais content, mais les autres boys, c'était comme... on a déjà été meilleurs. Tu vois, ça, c'est quelque chose que... Souvent, quand je parle, toi, tu te battais pour gagner des médailles parce que tu avais le talent pour le faire. T'en as que pour eux autres, leur médaille d'or, c'est d'être aux Olympiques. Bien, 100%. Et c'est la grande majorité des athlètes qui y vont, qui n'écouteront pas en médaille. Mais c'est un accomplissement à soi. C'est que tu pratiquais une discipline, que tu avais du talent, et 2, qu'on est fort aussi, puis que tu as une belle organisation derrière. Mais je pense que c'est difficile pour les gens, incluant moi, de voir l'ampleur de ce que c'est les Jeux olympiques et comment c'est gros et comment c'est difficile d'y s'y rendre. Parce qu'il y a des Jeux aux 4 ans. Donc, c'est un cheminement là, de te motiver pour faire un cycle de 4 ans, puis tu en as fait 4 Jeux olympiques. 5. 5. Donc, ça doit pas toujours être facile dans ce fameux cycle de 4 ans-là. C'est pas toujours rose. Là. Ben, tous les cycles olympiques ont tous été différents pour moi. Là, mon premier cycle, un peu comme je viens d'en parler, là, je suis un peu naïf, puis comme je suis arrivé là, un peu comme ça, un cheveu sur la soupe. Là. Hey, je suis tout jeune, puis j'arrive, personne ne m'attendait là, boum, je me classe pour les Jeux. Mais tu classes sur les Jeux, tu déclasses quelqu'un qui était supposé ou comme qui avait des visées pour aller aux Jeux. Puis après ça, moi, je fais partie d'une équipe de 5. On compétitionne avec 32, mais on est 32 par patineur par distance. Il y a 3 distances. Fait qu'il y a, mettons, 9 médailles en jeu, mais il y a tout de même juste, mettons, maximum 40 patineurs là, qui vont être là pour... sur l'ensemble des nations. L'ensemble des nations à travers le monde. Là. Puis, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, mais c'est à travers... Mais si tu calcules tout le reste de la planète qui font du patin ou qui ne font même pas de patin, 32 personnes ou 40 personnes sur le reste de la planète qui sont aux Olympiques pour compétitionner pour gagner 3 médailles en courte piste pour une distance, on parle d'un chiffre qui est un 0,000000000, ben des 0 puis 1 un moment donné, tu sais. Fait que c'est une infime partie de personnes qui sont à notre niveau, puis de réussir de faire sa place jusqu'au podium, c'est un exploit en soi. Être au jeu, c'est un exploit en soi, mais de monter sur le podium, c'est quasiment inespéré. Puis là, tu viens de toucher quelque chose qui est assez exceptionnel. Être au jeu, c'est un exploit. Gagner une médaille, c'est un exploit. Tu as fait ça 5 fois. C'est comme... Il y en a, tu sais, la face que moi, il y a personne qui devient athlète à un haut niveau qui ont passé par le même chemin. Le chemin général est souvent
un peu similaires, mais il y a toujours des athlètes un peu exceptionnels qui ont vécu des plus hauts, des plus gros hauts, des plus gros bas, qui ont eu des plus grosses difficultés. Moi, étant jeune, parce que je n'étais pas tant un bon patineur, puis parce que, à l'école, quand j'étais jeune, j'ai été quand même intimidé beaucoup parce que j'étais différent. J'avais des oreilles décollées, j'avais des broches. J'étais pas le plus dégêné. J'étais vraiment souvent dans mon coin. Fait que mes sentiments, puis comment est-ce que j'ai construit ma carrière avec mon père, comment est-ce qu'il nous a inculqué les valeurs en tant qu'athlète, en tant que personne humaine dans la vie, bien, ça fait en sorte que quand je suis arrivé dans le sport puis que je voulais prouver au monde que je valais plus que le Charles Hamelin jeune à l'école. Je voulais prouver Fait que cette énergie-là de « Hey, je vais vouloir montrer au monde entier que je suis plus que le petit gars gêné à l'école quand j'ai évolué dans le sport. » Puis ça a grandi. Puis plus je travaillais fort, plus je voyais le potentiel en moi de « Hey, peut-être que je peux aller chercher une place de plus à la prochaine compétition ou monter sur le podium au niveau canadien. » Puis, à un moment donné, quand ça a commencé à exploser, ben, c'est que tous les aspects physiques, tous les aspects mentaux sont tous mis ensemble. Puis, je suis devenu un athlète redoutable pour longtemps parce que la base de Charles Hamelin était tellement forte que je pouvais construire n'importe quoi. Puis, j'étais inébranlable. C'est vraiment difficile à tasser. C'était-tu pour impressionner le monde ou c'était pour te convaincre toi-même que tu étais capable d'être autre chose que qu'est-ce que les gens voyaient? Parce que tu as mentionné des choses ici où tu as eu de l'intimidation. Tu sais, tu mentionnes, c'est drôle d'entendre le gars qui a des... je sais pas combien il y a de médailles, j'étais pas un bon patineur. C'est comme... Tu sais, ça sonne bizarre dans mes oreilles, mais je comprends le concept. Ouais. Donc, ce que j'entends, moi, c'est que tu n'as pas eu ça facile dès le début. Ouais. Tu étais différent. On te le faisait sentir. Fait que clairement, tu as dû faire preuve de résilience, de te bâtir une carapace, une force de caractère. Et c'est ça qui t'a emmené à être un champion. Ouais. C'est moi ce que j'entends, puis tu me l'as mentionné. Je veux le prouver au monde. J'ai pas l'impression que c'était tant au monde que tu voulais le prouver. Je voulais le prouver à moi-même. Mais plus à toi-même. Exact. Moi, je faisais les choses parce que, à la base, j'adorais mon sport. Si j'avais pas aimé le patin, j'aurais probablement fait autre chose. Mais j'aimais tellement le patin que c'était pas un fardeau d'avoir mal. Moi, en patin, quand tu fais du patin, quand tu fais une position de base, quand tu commences à patiner, automatiquement, ça fait mal aux jambes. Et puis ça, c'est la partie que j'ai lu le dossier de recherche, puis que ça ressort. Puis personne ne sait ça. J'aurais jamais pensé, moi, que patiner, ça faisait mal tant que ça, puis c'est de quoi qui est ressorti vraiment fort. Donc, c'est un sport qui fait mal, là. C'est pas facile. Pour vrai, si t'es pas prêt, après, en fait, le monde me demande souvent en ce moment, est-ce que tu as le goût de patiner encore? Comme, non. Ça fait tellement mal aux jambes. Comme, quand j'étais un bon patineur, j'avais mal à tous les jours de mes entraînements. Quand j'allais sur la glace, quand j'étais jeune, mettons, quand j'avais 11 ans, 12 ans, là, ben, je finissais l'entraînement, j'avais les jambes explosées, là, puis j'étais pas bon, là. Mais mon but, c'est que j'aimais me challenger, j'aimais la gang, j'aimais l'ambiance. Mais ça faisait tout le temps mal. Puis quand je suis devenu bon, ben là, j'ai appris à aimer avoir mal parce que je savais que ça va m'amener encore meilleur, ça va m'amener telle place ou telle place. Puis j'ai travaillé, puis j'ai patiné comme ça. Maintenant, j'ai pris ma retraite, ça fait 4 ans. J'ai pas le goût d'avoir mal. Oui, je suis encore capable de patiner. Je patine avec les filles. Des fois, j'entraîne en ce moment depuis 1 an et demi les futurs membres de l'équipe canadienne. Des fois, je patine à l'occasion. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, là. Mais... Tu payes-tu des patins là? Non, je mets mes patins de vitesse, là. Mais j'ai pas le goût d'avoir mal, d'être poche. C'est comme... J'ai le même mal, sinon plus, mais je suis pas vite. Je patine pas longtemps. Puis c'est... Mais tu compétitionnes plus non plus. Mais oui, mais la face que j'ai moins de plaisir. C'est comme... Moi, quand je patinais, j'avais un but de « Hey, je veux gagner une médaille d'or, je veux aller à telle compétition, je veux aller aux Olympiques. »
Là, patiner pour le fun, sans avoir de fun, C'est pas le fun. c'est exact. Fait que là, je patine. Si je patine pour patiner, je patine avec ma fille. Là, j'ai le fun. C'est tellement drôle ce que tu racontes parce que souvent, c'est ce que je mentionne. Peu importe le sport, pour que tu puisses le faire à haut niveau, ça vient avec son lot de challenge et la douleur finit par faire partie. Ben, je suis sûr que toi, t'avais mal quand Tout le temps. quand tu t'entraînais. Je Là, t'écoute t'sais. parler, là, puis c'est comme si moi je parlais. Ben oui, parce c'est que sûr. je me souviens qu'on avait fait une entrevue, puis il y avait une journaliste de Radio-Canada qui était venue. Puis là, ben, je m'entraîne avec les objets, puis là, je me prépare pour une compétition, puis là, j'ai toutes les affaires de la compétition. Puis là, elle me dit, hey, c'est vraiment le fun. Il dit, il n'y a rien de fun ici, là. C'est juste de la douleur, là. Ben oui. Fait qu'il dit, moi, quand je m'entraîne, ma perception, puis tu vas me dire si ça ressemble à ça, tout ce que je faisais avant que ça fasse mal, ça faisait partie du réchauffement. Exact. Et le vrai travail commence quand ça fait mal, Ouais. puis c'est là que le vrai training commence. 100%. T'sais, toi, t'avais mal pour soit lever des choses lourdes ou les tenir longtemps ou whatever. Moi, j'avais mal pour aller plus vite, toffer plus longtemps, être vite longtemps, être plus explosif. Fait que on vivait un peu la même chose. On vivait pour se surpasser physiquement pour réussir à amener notre corps, notre physique à être meilleur. Puis c'est ça qu'un sportif veut faire en général. Tu sais, un pilote de Formule 1, là, il dit ce qu'il perd entre 10 et 12 livres par course. C'est fou ce qu'ils vivent, là. C'est incroyable. Tu sais, nous autres, on pense d'être assis dans un char parce que l'idée qu'on a, c'est qu'on écoute la radio, on se promène, la vitre baissée. Ben oui. Même quand tu prends une courbe là, un peu trop vite, là, ben, ta tête, après ça. Là. Hey, eux Mais autres, là, tu vas à peut-être, je sais pas, moi, mettons 80 km/h, mais eux, ils vont à 320 km/h. Fait que, tu sais, ton petit coup, là, il serait peut-être cassé, là, tu sais, prendre la courbe comme ils prennent. Là. Eux autres sont entraînés, là, puis c'est des athlètes purs, là. Ah oui, Il faut que tu sois entraîné pour être assis pendant toute une fin de semaine, sont 4 jours, là. Puis ils font à peu près 1 à 2 heures de voiture, puis ils perdent entre 5 et 10 livres par jour, 15 livres des fois, dans une fin de semaine où il fait vraiment chaud en Arabie Saoudite, là, quand ils compétitionnent le soir. Parce ils ont pas l'air climatisé là-dedans. Là. Non, c'est ça. Mais là, j'ai entendu qu'ils ont commencé à vouloir avoir des sautes qui s'auto-régulent avec un genre de l'eau qui s'en vont dans le saut. Là, genre, C'est incroyable, la technologie. Ben, là. on s'en va ailleurs. Mais... Tu sais, quand tu te ramasses aux Olympiques, tu arrives au village olympique, tu as la crème de toutes les disciplines sportives ouais. dans le monde. Ça doit être incroyable. C'est quoi le feeling quand tu arrives dans le village olympique puis tu vois ça, là? Mais c'est une méga fête. C'est une méga fête, puis c'est là que tu rencontres t'as des plus grands que nature, là. Tu sais, mettons, dans le sport, dans le long piste, t'as des icônes du sport. Moi, je me souviens dans le temps que, soit à Vancouver ou Sochi, t'avais Sven Kramer. Le gars, c'est une légende en longue piste. Moi, j'ai jamais eu à le côtoyer parce que je faisais du courte piste, mais de l'avoir, là, qui est à côté de moi, mais comme c'est sûr que s'il gagne une médaille, je vais aller le voir, je vais aller le féliciter. Puis comme, hey, il va me féliciter à mon tour parce que j'ai aussi gagné une médaille. Fait que c'est le fun. Il vient d'un autre pays, il vient de la Hollande, tu sais. Mais il y a un respect. Le respect entre les nations, même si tu viens pas de ce pays-là, tu sais que, hey, c'est un grand athlète, il vient de gagner. Puis, hey, c'est le fun de le côtoyer. Puis il y a des amitiés qui se créent comme ça. Tu sais, comme moi, j'ai créé des liens avec des joueurs de la LNH ou d'autres personnes à travers le monde sportif canadien. Mais, tu sais, moi, je l'ai fait 5 fois. Fait que, niveau olympique d'hiver, j'ai connais toutes. Là, tu manques pas de chum. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est exact, que tu as des amis pas mal. Exact. Fait que, c'est ça qui est le fun. Moi, je trouve la richesse d'aller aux Jeux olympiques, c'est de tisser des liens avec du monde que tu n'aurais jamais pu le faire dans ta vie de tous les jours, dans ton sport, parce que ça ne nous apporte pas à nous croiser, de nous côtoyer. Toi, je pense que tu dois pas être un gars de party. Ben, je peux être sage, mais je peux aussi être un peu plus wild. Mais de façon générale? Assez sage. Pour assez vrai, là. Sage. Ouais. Parce que moi, je suis de même aussi, mais là-bas, il devait y avoir des parties de fun pareil. Ben oui. Tu sais, la différence entre les jeux, c'est que la cédule, l'horaire olympique, pour nous, en courte piste, c'est qu'elle est assez longue. Il y a entre 5 et 6 jours de compétition par jeu.
Fait que ça commence souvent au début, puis ça finit souvent vers la fin. T'as pas tant de temps pour faire le Il party. y en a toujours un petit peu, mais donc, j'ai toujours eu environ 1 ou 2 journées pour faire un peu plus, soit aller voir des événements, soit aller faire le party, soit... Puis c'est souvent, la dernière distance, c'est souvent les relais. On a souvent gagné des médailles au relais. Fait après ça, tu célèbres la victoire que tu as eue ou la médaille que tu as eue en relais avec tes coéquipiers. Fait que ça a toujours été un peu comme ça, sauf les 2 derniers jeux. Les 2 derniers jeux, on finissait tout le temps la cédule olympique 3, 4, 5 jours avant la fin. Puis mes coéquipiers me connaissaient vraiment plus sage. On s'entraîne, on se voit 300 jours à peu près par année. Là, fait qu'on est tous ensemble. Mais ils savent que Charles, il fait le party quand il a à le faire. C'est quand il est en break, après, il est capable de faire le party. Quand il gagne, puis il gagne tout le temps. Il gagne tout le temps, le gars. Tu sais, mettons là, en Coupe du Monde, là, c'est toujours 2 compétitions back-to-back. Fait que c'est toujours 2 fins de semaine à la suite de l'autre. Fait que mettons que tu gagnes une fin de semaine, mais tu veux être en forme pour la 2e fin de semaine, fait que tu vas pas nécessairement faire le party. Prendre une bière, ça le fait, là, mais on va pas faire le gros party pour célébrer. Puis même après la 2e fin de semaine, souvent, le dimanche, mais on retourne au Canada. Souvent, peut-être même des fois le dimanche soir, après la compétition, on repogne, on s'en va à l'aéroport, puis on retourne au Canada. Fait qu'on n'a pas le temps. Mais mes coéquipiers ont vraiment connu comment que je peux être festif après les Jeux. Après les Jeux, tu sais, quand on dit qu'on peut... j'ai vu ça récemment, je sais pas pourquoi, mais comme on peut ne pas dormir pendant 11 jours puis pas mourir. Là. C'est ça. C'est 3, 4, 5 jours sans dormir ou presque pas. C'était ça. Puis mes coéquipiers sont tous plus jeunes que moi, surtout les derniers jeux. Il y avait comme entre 16 et 22. Là. Moi, j'avais 38. Fait que là, les jeunes étaient comme un peu on sort-tu à soir? On va-tu faire le party à soir? Puis là, moi, je cognais dans les chambres. Je suis comme, les gars, venez-vous-en, on s'en va. Là, t'es en train de dormir, c'est de dormir. Pour vrai? Hey, c'est mes derniers jeux, c'est pas vrai que tu vas rester couché dans la chambre. Il était comme, OK. Ils se mettaient le culotte, let's go, on s'en va, on y va. On revenait à 4 heures du matin, puis c'était comme ça, puis on avait du fun. Puis chaque jour, il y a du monde qui gagnait des médailles, puis on avait quelque chose à célébrer. Il y a toujours une raison de... Ben oui, c'est ça. On est tout le monde ensemble. Fait que il y en a-tu qui sont là, qui le font pas mal, puis qui performent pareil? Moi, j'en avais de même, là. Je te dirais que quand t'es rendu aux Olympiques, là, c'est bien rare. Ceux qui le font plus, c'est parce que leur sport, c'est qu'un événement. C'est qu'une journée de compétition. Mettons, je prends comme exemple souvent Michael Kingsbury ou Alexandre Bilodeau. Ils sont au début des Jeux. Puis c'est comme une descente, c'est une journée. Puis tu gagnes pas. Tes jeux sont finis. Après ça, tes jeux sont finis. Fait que t'as le reste des jeux, soit que... Après ça, t'as 2 choix. Si ton horaire te permet de rester jusqu'à la fin des jeux, tu restes jusqu'à la fin des jeux, tu profites des jeux. Là, tu vas avoir d'autres sports, tu fais la fête. Tu es invité aussi par des commanditaires un peu partout pour seulement faire des présences, puis des parties de commanditaires aussi. Fait que eux, ils peuvent le faire un peu plus. Après ça, t'as d'autres sports. Mettons, on vit tous ensemble. Là. Fait que t'as d'autres sports comme nous, qu'on est étalés sur tous les jeux. Tu veux pas avoir le gars qui habite à côté de chez vous, que lui, qui revient à 3 heures dans la nuit, à toutes les nuits, puis qui réveille la gang. Puis, fait qu'il y a un respect aussi à avoir, mais ça se fait quand même bien. Puis c'est ça qui est le fun des Jeux. C'est que c'est une grande fête. On célèbre les meilleurs sportifs à travers la planète. Puis on le fait ça tout le monde ensemble. Que tu viennes de la Chine, de la Corée, de l'Italie, du Canada, des États-Unis, il n'y a plus de barrière. Tout le monde est ensemble, tout le monde a du fun. Puis, donc, il n'y a plus de nation. On est ici, on est les Olympiens. Exact, Olympiens. Ça doit être cool. Ouais. Parce que là, on fait, tu sais, le côté où le sport te réunit, puis tout d'un coup, on met toutes nos différences de côté. Ouais. Ben, c'est ça, les Jeux olympiques. Exact. C'est ça. À part au hockey. Ouais, c'est vrai quand même un peu. Mais au hockey, c'est parce que c'est culturellement, c'est comme dans leur sport, c'est déjà ça. Mettons, dans les équipes, dans la LNH, il y a déjà des grosses rivalités, là, tu sais. Fait que t'arrives au niveau des pays, après ça, t'as les mêmes joueurs, mais comme là, c'est comme tu rassembles les meilleurs des meilleurs ensemble. Fait que c'est sûr que la rivalité va être là. Mais tu serais surpris de voir les gars de hockey après leur game de hockey. Tu sais, après les matchs de victoire, où tu sais,
les gars de hockey des autres pays, ils venaient aussi. Ils se mélangent tous, ça aussi. Oui, exact. Tu sais, on le voit souvent, là. C'est peut-être plus au football parce qu'après la game, tout le monde est sur le terrain. Ouais. Puis là, tu vois des gars vont se parler, puis ils se sont tapés sa gueule pendant 60 minutes. Exact. Puis là, il y a de l'intensité, il y a de la rivalité. Puis après ça, c'est quoi que tu retrouves? Tu retrouves du respect. C'est parce que ils font tous la même job. C'est comme tu sais qu'est-ce que l'autre vit. Ultimement, tu veux que ton équipe gagne, mais tu te fais battre par meilleur. Respect, là. Puis ils ont tous passé soit par les mêmes écoles universitaires quand ils étaient jeunes. Des fois, c'est des coéquipiers qui sont séparés quand ils sont arrivés dans la ligne dans la NFL ou dans la NHL ou NBA. Puis quand ils se côtoient, ils sont adversaires, mais quand la game est finie, ça reste des chums, là. Là, une question pour toi, c'est plus personnel. Tu as gagné 142 médailles au Coupe du Monde. Championnat du monde. Là. Ouais. T'es mets où tes médailles? C'est quoi? Tapisserie, c'est rien que des médailles? C'est quoi? Là, J'ai hâte de vraiment prendre le temps de faire quelque chose avec ça, mais pour l'instant, ils sont dans des boîtes. T'es-tu sérieux? Ils sont dans des boîtes, ils sont rangés dans des boîtes dans mon rangement en bas, dans la maison. Tes médailles olympiques aussi? Là, ils sont dans mon char. Ah, tabarouette! Tu t'es emmené et tu les as pas sortis? Mais en fait, c'est parce que j'avais un podcast tantôt. Fait que là, ça, j'ai dans mon auto. Mais mais là, t'as pas le choix, je vais voir. Là. Ben, tu peux aller chercher? Ben, s'il te plaît. Ah oui. En plus, je me suis dit, je vais les apporter, mais j'ai vu. J'espère qu'il s'en vient ici avec ses médailles olympiques et il les laisse dans le char. Hey, il fait dur en tabarouette. Hey, c'est incroyable. 142 médailles en Coupe du Monde. 6 médailles olympiques. Puis le gars, il dit, j'étais pas bon patineur. Tabarouette. Ouais. C'est impressionnant pareil, hein? C'est ça, les autres, ils compétitionnent tout le long des Olympiques. Hein? Les autres compétitionnent tout le long. Là. Comme tu dis, c'est pas genre une journée, il fait sa compétition puis il a fini. Hey, là, je suis content. Là, tu fais ma journée. J'aurais dû s'ennuyer plus tôt, mais bref. Ah, c'est bien correct, là. Fait que ça, c'est la première. Fait que tu peux voir que j'étais tout jeune. Et tabarouette, hein? J'essayais d'avoir de la barbe puis des moustaches, mais... Ça, c'est ma première médaille. Médaille d'argent aux Jeux de Turin en 2006. Tu l'as-tu? Là, c'est les deux que j'ai gagnés à Vancouver. C'est-tu des showcases que tu as fait faire? Non, c'est le case il vient. Chaque jeu vient avec leur case comme là. Ça, c'est comme une genre de pochette faite par des artistes? Des gens qui viennent des Premières Nations avec deux designs. Wow. Tu vois que c'est la médaille d'or, les deux, mais c'est pas la même médaille. Le design sur le dessus, c'est différent. C'est que toutes les médailles aux Jeux olympiques de Vancouver sont tous différentes. Sont vaguées comme ça pour représenter l'eau, parce que c'est sur le bord du Pacifique. Et puis, ils sont pesantes, hein? C'est à peu près 1 kilo par médaille. Ah, ben ouais. Puis, C'est de la vraie art. c'est plaqué. C'est plate. Ouais, en ce moment, c'est plate. Mais ouais. Hey, c'est vraiment impressionnant, Charles. Ça, c'est celle de cette fille. Oh. En 2014. En termes de beauté, elle, c'est ma préférée. Elle est vraiment Ouais, elle est belle. vraiment belle. C'est incroyable. Puis c'est vrai qu'elle est belle, c'est vraiment spécial. Hey, ça aussi, c'est beau comme showcase, ça. Tu peux la sortir, là. Pyeongchang, en 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 6 médailles d'or olympiques dans mon garage. Là, il va te le dire, là. Ça, c'est la dernière que j'ai gagnée en 2022. Là, tu viens de rendre un gars heureux. Wow. Ah, je peux pas ne pas aller les chercher. Puis 4 médailles d'or. Ouais. Avec un stud. Hey, j'en reviens pas, c'est le poids. C'est la première que j'ai gagnée,
quand on l'a reçu, les gars avec qui j'étais, ils en avaient déjà gagné. Puis là, quand je l'ai reçu, j'étais comme, sont-tous l'autre comme ça? Les gars étaient comme, oh, ouais, t'inquiète. Ils sont tous l'autre comme ça. Je suis comme, my God. Parce que j'avais vu, quand j'étais plus jeune, j'avais vu la médaille de Bruni Surin, quand il avait gagné. Petite médaille comme ça, là, genre, qu'on gagnait dans les compétitions régionales en patin. Là. Mais ces médailles-là, c'était de l'or. Elles sont plus petites. C'était des vraies médailles d'or. Mais c'est des médailles en or. Ils sont cheap, ils auraient dû faire des vraies médailles d'or de même. Ça aurait été... Quand tu vois ça, là, puis tu les regardes, imagine, toi, t'es gagné, puis regarde l'effet que ça fait dans ma face. Tu réalises-tu l'exploit que c'est? Je te dirais que depuis que j'ai pris ma retraite, c'est là que ça m'a plus marqué. Que j'ai comme pris un pas de recul sur ce que j'ai... Parce que j'étais tellement dans le moment de performer, de vouloir être le meilleur, que j'en gagnais des médailles, j'ai gagné des médailles olympiques. Mais c'est pas que c'est mon travail, mais je faisais ça par plaisir. J'aimais qu'est-ce que je faisais. Puis c'est peut-être une raison aussi pourquoi mes médailles sont dans une boîte, là, dans les boîtes. J'ai une médaille, mais comme je veux continuer à avoir mal, je veux continuer à performer. Mais quand j'ai arrêté de patiner, puis je vais être comme, OK, là, j'ai écrit ma biographie avec Luc Bellemare. Puis quand on a fait les décomptes, puis quand on a parlé de mon histoire, puis que j'ai recommencé à jaser de mes débuts jusqu'à la fin, j'étais comme, oh, OK. Là, ça a commencé à faire pas mal plus de sens dans ma tête. J'étais comme, oh my God, OK. Puis j'ai jamais eu pas que j'avais l'impression que j'étais un imposteur dans mon sport, mais j'ai toujours eu, parce que j'étais un gars gêné, parce que j'étais un gars qui a toujours, mettons, je me suis toujours un peu sous-estimé quand j'ai patiné puis quand je m'entraînais, que j'avais toujours un peu le sentiment d'imposteur sur que, hey, j'aurais peut-être pas dû être là, ou tu sais, mais éventuellement, ça s'est estompé. Mais vu que j'étais tellement comme ça, j'étais comme, c'est normal. C'est normal, comme, j'en ai gagné, mais il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Ça s'est estompé après ses 5e jeux, puis sa 6e médaille. Finalement, je mérite d'être là. Je suis peut-être pas si imposteur que ça. 142 médailles, 6 médailles olympiques. J'ai le sentiment d'être un imposteur. Ouais, mais... Toi, tu es un compétiteur dans l'âme. Hein? Ouais, peu importe ce que je fais, mais même encore aujourd'hui, là. Je pense que ça se transpose un peu dans mes filles. Là. Mettons, on monte les marches pour aller se brosser les dents. C'est premier arrivé en haut, gagne la course. Là. J'étais comme ça. Avec mes frères, peu importe ce qu'on faisait, mettons, on fait quoi aujourd'hui? On n'avait pas d'Internet, on n'avait pas rien, mais comme on se faisait des parcours en arrière, en avant, puis c'était comme toujours la course. C'est comme le temps le plus vite, on avait un chronomètre, le temps le plus vite, ramasser le plus d'affaires, être plus fort, faire le plus de push-up, faire le plus de sauts à corde. C'est tout le temps une compétition. Fait que, pas que je savais que j'allais devenir un compétiteur ou un gars de compétition dans la vie, mais c'était dans toi. C'est en moi, c'est en nous. Là. Ça donne bien? Parce qu'il y a une compétition pour toi? Let's go! Un de nos partenaires dans le podcast, c'est Power Drive. Ça donne bien parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Mr. Power Drive lui-même qui va nous expliquer c'est quoi. En fait, c'est bien simple. C'est ce que ça te prend aujourd'hui sur un chantier, Hugo. C'est des vis spécialisées, structurales, de finition et pour l'intérieur de la maison. Essaye ça, tu vas voir, ça va changer ta vie. Je pense ça. Si tu veux avoir plus de détails sur les produits Power Drive, rends-toi sur la chaîne YouTube PWR Drive. Alain et moi, on a fait plein de capsules. Oh là 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 là! Fait que Charles, je pense que tu as compris le principe. Oh yeah! Ben oui, c'est hot ça. J'aime bien ça. J'ai jamais fait ça. Fait que là, le score à battre, il est en haut à gauche. Combien? 948. Là, j'ai le droit à un coup de réchauffement. Je peux prendre plusieurs coups de réchauffement, là. Ah, tabarouette. C'est un coup de réchauffement. 841. OK, 841. C'est
c'est un vrai compétiteur, il l'a dit tantôt. Là. Ah, t'es moins fort, celle-là. Il est mauvais pogné. Ah, tu l'as mal pogné parce que je pense qu'il était plus fort. Hey, vas-y encore. « 872. OK. Tu commences à pogner le beat, là. Ah, là, tu l'as manqué. Ouais, c'est sur le bord. Ouais. 800. Tu l'as manqué à 836. Ah, OK. Attends, vas-y donc, là. C'est toi qui as le record? Ben oui. OK. Moi, ça. Ah, mais ça, c'était pas réchauffé. En plus, c'est mon coup de pratique. Allez, vas-y. OK, good punch, Rocky. Tu commences à aimer ça, hein? J'ai pas réussi à te battre. Hey, c'est pas pire pareil, hein, t'as un twist. 865, je pense, son meilleur. Ouais. 872. 872? Ouais. Ah oui, c'est vrai, 72. Pas pire. Là, il va me dire qu'il est moyen. C'est comme quand il patinait, là. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. C'est le fond de se défouler un peu, ça fait toujours du bien. Ah, oui, ça ah, oui. réchauffe parce que c'est pas chaud. Ouais, c'est correct. À l'Arena, aujourd'hui, ils ont ouvert la grande porte de garage qui mène à dehors pendant à peu près 30 minutes. Ben, il fait pas froid, il fait pas chaud dehors. Là. Non, il fait pas chaud. D'un coup, là, il s'est mis à faire tellement froid. La glace, elle est devenue super dure, puis là, c'était plus vraiment le fun à patiner. Là. Les kids, il y avait un manteau sur la glace. Là. Quand la glace est trop dure, c'est plus dur. Oui, parce que dans le fond, les lames, c'est plus difficile à rentrer dans la glace. Puis, OK, fait que c'est comme si elle ne monte pas dedans. Exact. Donc, y a-t-il une température idéale? -7. -7 degrés Celsius. Dehors ou la glace? La glace. Ouais, la glace. Ah, la glace, il faut qu'elle soit à -7, c'est le meilleur. Dehors, la température extérieure, ça peut toujours varier, mais il faut juste pour que ça soit trop chaud pour impacter le dessus de la glace, puis pas trop froid pour même raison. Tu veux pas affecter le dessus de la glace. Parce que dans le fond, c'est la dalle de béton là, qui est réfrigérée. Il faut que le froid vienne d'en bas, mais il ne faut pas que ce soit trop chaud ni trop froid à l'extérieur. C'est pour ça que vous êtes à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ça change toute la donne. Ça serait ben trop Le long variable, piste à l'extérieur, lui. Il y en a beaucoup moins, presque plus. Je pense qu'ils ont peut-être un ovale qui font encore ça à l'extérieur en Europe. Sinon, c'est tout en intérieur. Puis, tu sais, c'est au hockey, les matchs extérieurs, on voit qu'il y a une différence. Ben oui. C'est la glace, ça se magane bien plus vite dehors. Mais surtout que, mettons, les derniers matchs extérieurs qu'il y a eu cette année, c'est comme en Floride. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même fou qu'on soit rendu, qu'on est capable de faire ça. C'est fou, mais c'est quand même cool. C'est cool, c'est de sûr. pouvoir avoir une patinoire en Floride, dans un stade. Tu peux faire du ski à Dubaï. Ben oui. C'est crazy, là, mais... C'est quand même assez incroyable. C'est quoi ton pire moment ou le moment le plus difficile que tu as vécu comme athlète? L'année des Jeux de 2018, parce que, tu sais, mettons, là, si j'avais à refaire une chose dans ma carrière, là, c'est de ne pas tout mettre mes œufs dans le même panier. C'est quand j'étais patineur, j'étais patineur à 100 %. J'ai arrêté d'aller à l'école peut-être 2-3 ans après à avoir été sur l'équipe nationale parce que je suis un gars qui
qui avait des bons résultats à l'école, mais il fallait que je travaille beaucoup pour avoir mes résultats à l'école. Puis quand j'ai commencé le patin, ben là, c'était difficile de mettre autant de temps que je voulais dans mes études. Fait que j'ai pris la décision avec mes parents, parce que j'étais quand même jeune. Là. Je voulais pas. C'est pas à moi simplement de prendre la décision, mais de faire une pause sur mes études, puis de voir jusqu'à où ma carrière allait me mener en patin. Puis là, finalement, je me suis rendu à patiner jusqu'à 38 ans. Là, on n'aurait pas pu. Personne n'aurait pu prévoir ça. Exact. Fait que pour moi, ben, j'ai fait ce choix-là, mais j'aurais peut-être, durant ma carrière, fait un peu autre chose pour. Dans les bons moments, quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va mal, mais tout va mal. Parce que, tu sais, ma vie, comme j'ai dit tantôt, mon frère patinait, mon père était directeur du programme pendant 15 ans. Ma blonde, mon ex-copine, était aussi patineuse. Fait que tout mon environnement, c'était patin, 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 patin. Je revenais à la maison, c'était du patin. Au patin, c'est du patin. En famille, c'est du patin. Fait que si ça allait bien, c'est le fun. Ça a été longtemps bien. Mais il y a un moment en 2018 où ça commençait à moins bien aller, niveau personnel. Puis là, ça a vraiment beaucoup affecté mon niveau patin parce que c'était interrelié. Là. C'est comme le niveau amoureux, niveau patin, c'est que c'était tout le temps tout dans le même endroit. Puis je te dirais les mois avant les Jeux et aux Jeux, j'étais pas moi-même. J'étais pas capable d'être moi-même. J'étais un très bon dormeur. Je dors n'importe où, n'importe comment. Je pourrais dormir sur un lit de clous, puis je trouverais ma position pour dormir pendant ma nuit complète. Là, j'étais pas capable de dormir. Je devais prendre des somnifères pour dormir. Puis il y avait quelque chose qui allait pas, mentalement. Puis j'ai dû prendre action. J'ai parlé avec mes psychologues, mes thérapeutes, mes préparateurs mentaux sportifs pour justement me ramener le plus vite possible dans la zone que je pouvais je pouvais être performant sur la glace. Parce que pour moi, je voulais pas rater ces jeux-là. Mais c'est arrivé pendant les Jeux. C'est comme j'ai retrouvé mon état normal durant les Jeux, mais c'était déjà trop tard pour une bonne partie. J'ai été disqualifié pendant mes 3 distances individuelles, le 1500, le 1000 puis le 500 mètres. Disqualifié sur les 3 distances. Puis j'étais pas là mentalement. Je faisais des erreurs que je ne faisais jamais avant parce que justement, mon esprit était pas là. J'étais pas bien préparé mentalement. Puis quand j'ai fait le switch mentalement durant les Jeux, mon entraîneur, il a vu vraiment une coupure. Il a fait comme, OK, Charles est devenu quelqu'un d'autre. Il est redevenu le Charles des beaux jours. Puis à cause de ça, ben, j'ai gagné les médailles de bronze que tu as en avant de toi à Pyeongchang en 2018. C'est à cause de ça. C'est que j'ai réussi à changer mon mood de bord. Puis on a réussi à gagner ensemble. T'sais, cette médaille-là, c'est une médaille de bronze. Mais c'est une médaille d'or. Bronze. Oui, mais écoutez, c'est une médaille de bronze. Mais pour moi, ça vaut de l'or. C'est ce que vous voulez dire. Exact. T'as saisi le moment. Puis pour l'équipe en entier, parce que on aurait dû gagner cette médaille d'or-là. C'était une erreur qui est arrivée pendant la course. Un de mes coéquipiers s'est fait rentrer dans l'intérieur du tracé, parce qu'au relais, on n'est pas toujours sur la piste et on se donne la poussée. Puis pendant un bout de temps, tu es à l'intérieur du tracé pour aller chercher ton prochain échange. Mais là, il s'est fait accrocher par un autre pays. Bref, on a raté l'échange. Il restait un échange. Il restait 2 tours à la course. Puis on s'est fait battre. On était premier à ce moment-là. Puis on s'est fait battre dans le dernier tour. Un peu comme ma médaille à Turin, dans le dernier tour. Bref, ça a été une course presque parfaite. Il restait un tour, dans le fond, à la course. Sinon, pour moi, cette médaille-là vaut de l'or plus que les 4 autres. C'est quoi de personnel qui s'était passé, qui avait comme changé ton mindset? Ouais, ben c'est la relation avec mon ex-copine. Là, OK. Ça allait pas tant super bien. Puis la façon que tout ça s'est déroulé, c'était un peu bizarre. Fait que je suis un gars qui... Donc, la confiance en soi, je l'ai construit beaucoup dans le patin, mais dans l'extérieur du patin, la confiance tirait un peu de la patte. C'est un peu ça qui est arrivé. Fait que j'ai pas été capable de... C'est dur de performer quand émotionnellement, on n'est pas stable. Exact. En fait, que je réussissais quand même à être performant en entraînement avant les Jeux, tu sais.
Parce que, mettons, le niveau de pression, le niveau d'engouement des Jeux olympiques est tellement intense que ça amène un niveau de pression encore plus grand. Puis c'est ça qui m'a fait, c'est plus en approchant vers les Jeux, cette pression-là m'a envahi, puis comment je me sentais pas bien mentalement, mais ça a juste... T'étais pas capable de la gérer. C'est ingérable. Parle-moi-en, cette pression-là, parce que le commun des mortels vit pas ça, d'aller aux Olympiques, se battre. Puis toi, de la pression, mais t'en as parce que ces médailles-là, t'es gagnées. Donc, quand tu te présentes les Jeux d'après, t'es pas n'importe qui. Là. T'es plus le petit cul qui avait aucune attente. T'es le gars qui s'en va te défendre quelque chose. Ouais. Ça ressemble à quoi, cette pression-là? T'as dit comment? C'est probablement la chose la plus difficile à faire en tant que personne, en tant qu'athlète. Là. Parce que, mettons, d'atteindre le top, là. Un athlète qui part d'un niveau, qui s'en va, qui devient le meilleur au monde. C'est vraiment difficile. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais je pense que tu l'as été. Tu sais un peu le chemin parcouru. Mais c'est le fun de l'entendre parce que cette pression-là est lourde. Là. C'est le cas de le dire. C'est super lourd, mais la pression qui est encore plus lourde, c'est d'y rester. Quand tu deviens, puis tu gagnes une médaille, que tu deviens le meilleur, que tu deviens un champion du monde, que tu deviens quelqu'un qui est regardé, qui est analysé, qui est épié par tous les pays pour savoir c'est quoi les faiblesses, les failles, comment gagner contre toi. Mais si toi, tu craques sous la pression après 2 ans, bien, comme tu vas descendre de ton Everest. Là, comme si tu atteins l'Everest à un moment donné, comme ton but, c'est d'amener ton sommet toujours plus haut. Là. Tu ne veux pas te faire attraper. Mais c'est ça la difficulté. Quand tu arrives au top, c'est de faire le chemin encore qui n'existe pas. Parce que tu es arrivé au top, tu es au top, mais la personne qui veut te dépasser va aller par-dessus toi. Mais comme tu veux rester au-dessus de la mêlée, tu veux pas te faire rattraper, tu ne veux pas te faire dépasser, mais ce chemin-là, c'est l'évolution. Il faut que tu évolues à chaque année. Il faut que tu changes la façon que tu patines, que tu vois les choses pour justement réussir à surprendre les gens, pour pas être capable d'être un patineur qui est facile à lire. Après ça prend des bons coachs. Parce que tu ne peux pas faire ça toi toute seule. Bon coach, bon préparateur physique, des bons coéquipiers. Parce qu'en patin, on s'entraîne tous ensemble. À l'équipe nationale, on est 15 gars, 15 filles, tout le monde ensemble. On apprend à patiner pour devenir meilleur individuellement, mais en équipe. Fait que moi, je vais me pousser le plus possible pour que toi, tu deviennes plus vite. Puis toi, tu vas vouloir me pousser moi pour les mêmes raisons pour que je devienne plus vite. Bien, tu vas te donner à 100% pour m'améliorer. Je vais utiliser tes forces pour devenir meilleur, puis tu vas utiliser mes forces pour devenir... C'est cohésion d'équipe, c'est un peu ça qu'on apprend, mais dans un sport qui est quand même individuel la plupart du temps, sauf pendant les relais. En même temps, ça te demande une capacité d'adaptation parce que toi, tu as fait 5 jeux, mais tu n'as pas eu les mêmes coéquipiers durant les 5 jeux. Mais tu as quand même tout ça ici qui est le résultat d'un travail d'équipe, d'un travail individuel, mais d'emmener tout ce monde-là à être au top de l'Everest, c'est tout un défi. Là. C'est un défi qui est de taille parce que, mettons, de Turin à Beijing, là, j'avais 21 ans, là, j'en avais 38. Fait que, moi, je suis dans un monde complètement différent en termes de patin. En 2006, là, le patin, il commençait aux Jeux olympiques en 92. Fait qu'en 2006, ça faisait 14 ans que les Jeux étaient là, qu'on était aux Jeux. Mais en 2022, c'est un monde, c'est le double d'années, même plus que ça. Le sport a évolué. C'était ailleurs complètement. Puis, non, en 2006, il y avait des bons patineurs à travers le monde, mais tu avais le Canada, la Corée, les États-Unis, that's it, ou presque la Chine, that's it. Il n'y en avait pas. Les autres étaient là parce qu'ils étaient là. Mais en 2022, tu as une dizaine de nations qui peuvent espérer gagner un relais. Fait que c'est ça qui rend la chose encore plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on évolue. Puis moi, ben, vu que j'ai passé tellement de générations de patineurs, mais c'est toujours de prendre les jeunes puis de les embarquer dans l'ambiance, dans l'esprit d'équipe, puis comment est-ce qu'on fait pour être les meilleurs des meilleurs. Puis comme, si tu me suis, si tu fais ce que je fais, ben tu vas t'améliorer. Mais moi, de mon côté, des jeunes patineurs qui arrivent sur l'équipe, ben si j'avais été comme
Non, toi, fais juste me suivre, ça va bien aller. Non, mais moi, j'apprenais aussi des jeunes, là, parce qu'eux, ils ont passé par un chemin différent, ils ont appris d'autres choses. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce jeune-là? Parce que lui, il arrive d'une génération où ce que je veux compétitionner contre, à l'international ou même au niveau national. Mais si j'apprends ce qu'il fait de bien, puis que je copie ce qu'il fait, puis que peut-être que c'est comme ça que je vais évoluer. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Tu sais, j'ai appris des jeunes pour, moi, évoluer et devenir un patineur qui course comme eux, qui comprend la course comme eux, qui comprend le patin de vitesse comme eux autres. Fait que c'est ça la difficulté, puis c'est ça, d'être capable de le faire, c'est pas facile parce que, mais pour moi, c'était plus facile parce qu'on a un grand bassin de patineurs puis on est super bon. Mais un gars mettons, qui était en Italie ou qui était en Nouvelle-Zélande, qui a 3 patineurs avec lui, même s'il est bon une année, ou mettons pendant 4 ans, mais il n'y a pas d'autres jeunes là, qui poussent là. Il peut pas se backer avec. Fait que lui, il se fait dépasser, puis il arrête de patiner à un moment donné. Mais en même temps, tu sais, à quelque part, il y a un crédit qui te revient parce qu'ils n'ont pas tous eu, les patineurs canadiens, une carrière où ils ont fait 5 Jeux olympiques. Puis, je pense que c'est ce qui décrit un champion, parce qu'un vrai champion, une fois qu'il a gagné, il continue d'apprendre et de vouloir s'améliorer. Puis c'est ça que tu m'expliques. Exact. Comment tu as continué de t'inspirer et d'apprendre des jeunes qui arrivaient, qui, même s'il n'y avait pas ton background puis ton palmarès, qui réussissaient à t'amener à devenir une meilleure version de toi-même d'année en année. Exact. Puis c'est la beauté de tout ça. Parce que pour moi, t'es champion olympique, t'en gagnes une, c'est quelque chose, mais tu l'as fait à plusieurs reprises, puis t'as réussi à avoir une carrière très longue, une carrière très réussie. Et ça, mais je pense que ça te qualifie pour être une légende dans le domaine du patinage de vitesse courte piste. Parce que la réalité, c'est celle-là. Et puis tu le sais toi-même que c'est de même qu'on te perçoit, puis elle est bien méritée. Mais au-delà de ça, c'est l'humilité que tu démontres parce qu'on sent pas que ça te monte à la tête. Puis on sent que tu as continué à être le même petit bonhomme qui avait commencé à vouloir devenir un bon patineur, Exact. puis qui est devenu très bon. Puis ça, je trouve ça vraiment inspirant. Puis tu sais, tantôt, tu as parlé de problèmes mentaux. Qui c'est que tu es impliqué Oui, oui. au niveau de la santé mentale? Peux-tu me parler, qu'est-ce que ça signifie pour toi, être porte-parole? Moi, en ce moment, je suis porte-parole de la Fondation Jeunes en tête. Puis moi, je trouve que c'est super important parce que c'est une fondation qui aide les jeunes dans les écoles et à l'extérieur aussi à justement bien sentir. Puis si tu sens qu'il y a des problèmes ou que ça va pas bien, bien, eux, ils ont plein d'outils directement sur le site web, mais ils ont plein d'intervenants qui peuvent aider un jeune ou un autre à mieux se sentir. Puis je pense que c'est super important parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment cette aide-là. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas, cette aide-là, quand j'étais jeune. Fait que, est-ce que je l'aurais utilisé? Probablement que oui. Est-ce que ça m'aurait aidé à devenir une meilleure personne, une personne avec un peu plus de confiance? C'est sûr que oui. Est-ce que je serais devenu un meilleur patineur? Peut-être aussi. Tu sais, c'est un chemin, c'est des trucs que j'aime aussi des fois penser comme hey, si j'avais eu cette aide-là, si j'avais eu cette technologie-là ou cet avantage-là étant plus jeune, est-ce que j'aurais été meilleur? J'ose croire que oui. J'ose croire que ça m'aurait aidé à être une meilleure personne. Fait que si je suis capable de faire ça de mon côté, quand je suis rendu plus vieux, d'en parler puis de faire en sorte que les jeunes, justement, utilisent ces moyens-là pour, bien se sentir entre les deux oreilles parce que ça part de là. Tout ce que tu vas faire dans ta vie part de là. Tu peux être le plus fort physiquement, le plus vite, le plus endurant, le meilleur en course. Si entre les deux oreilles, ça va pas, puis ta tête a dit non, c'est bien rare qu'un patineur ou qu'un athlète va réussir à atteindre son plein potentiel puis de réussir à atteindre les Olympiques puis de gagner les médailles. Ça passe par la tête dans tout ce que tu fais dans la vie en général. Si tu arrives au travail puis que ça va bien entre les deux oreilles, bien, c'est sûr que tu vas pas être aussi proactif, tu vas pas être aussi travaillant puis tu vas pas réussir à faire ce que tu dois faire dans ta journée parce que tu vas être porté à penser à autre chose puis que tu n'es pas bien dans ce que tu fais sur le moment. Fait que si moi, je suis capable d'aider par expliquer par quoi j'ai passé, par qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux puis m'aider à
redevenir l'athlète que je devais être pour continuer ma carrière. Parce que j'aurais pu arrêter de patiner après 2018. Mais parce que je me sentais bien, après les Jeux, je suis devenu champion du monde. C'est la première fois en 20 ans qu'un Canadien a gagné le titre de champion du monde. La dernière fois, c'est Marc Gagnon en 98. Moi, 2018, 20 ans plus tard, c'était moi, c'est à mon tour. Mais à ce moment-là, ça m'a donné la flamme de continuer. J'y allais pour 1 an de plus. Finalement, ça a donné 4 ans de plus une médaille d'or olympique. Fait que je suis content d'avoir utilisé ça pour me remettre sur la piste, en fait, puis de revenir un peu l'athlète que j'étais, puis de retrouver le plaisir, la joie de patiner. Fait que pour moi, d'être avec eux autres, c'est juste naturel. Puis je suis allé dans une école cette semaine pour justement en parler. Puis pour moi, c'est super important de conscientiser les gens parce que c'est une des choses les plus... C'est la base, en fait. C'est la base des athlètes, mais c'est la base d'une personne en général dans la vie. Là. Si tu as une bonne tête puis tu as un bon mental, ça... Un esprit sain dans un corps sain. Exact. Le sport que tu pratiquais, c'est un sport amateur. Oui. Donc, l'argent, ça fonctionne comment? Le sport au Canada, quand tu deviens sur une équipe nationale, tu as des subventions au niveau canadien et québécois. C'est un salaire? C'est une bourse. Mais ça plus des bourses. En fait, le mot exact, c'est un carding. Tu reçois comme une carte. C'est comme athlète A, athlète B, niveau A, niveau B. Quand tu es athlète national, dans mettons, je disais, en général, les 5 meilleurs au pays, tu reçois un peu plus d'argent que le niveau B. C'est comme B, c'est souvent le développement, les futurs membres de l'équipe nationale qui commencent à arriver. Fait que, du côté canadien, côté québécois, on a une aide un peu plus canadien que québécois, mais ça se ressemble quand même entre les deux. Fait que ça l'aide les jeunes athlètes qui arrivent sur l'équipe nationale. Ça va pas leur permettre de vivre de leurs propres ailes puis de pallier à tout. Là, loyer, bouffe, tout ce qui est Internet, électricité. Il faut que tu t'organises. Souvent, les athlètes vont vivre en appartement ou en condo. Ils vont acheter un condo ensemble puis ils vont séparer les coûts à 2, 3, 4, tout dépendant de la grosseur de l'appartement ou du condo puis réussir à subvenir à leurs besoins comme ça. Mais si tu es intelligent puis que tu fais ça de la bonne façon, tu peux quand même bien t'en tirer. C'est juste que si tu veux avoir ton appartement ou ton condo avec tes affaires, c'est sûr que là, il faut que tu ailles chercher quelque chose d'autre. Il y en a qui travaillent en patinant justement pour payer leurs affaires parce que c'est pas tout le monde qui a un salaire quand tu arrives au niveau national. Il y en a que... souvent, les premiers commanditaires puis les plus importants dans une carrière d'athlète amateur, c'est les parents. C'est eux qui vont souvent payer beaucoup. Niveau loyer, niveau bouffe et tout, c'est souvent eux qui vont aider les enfants parce qu'ils vont à l'école, ils vont au patin, mais ils n'ont pas tant de temps de travailler. C'est les heures qu'ils pourraient travailler, mais ils les mettent dans le patin. Fait que c'est ça qui est plus difficile. Tu sais, je regarde le nombre de médailles sur la table, la couleur. Si tu joues au hockey, puis on recule juste pour être safe, parce que je pense qu'en 2026, ça vaut à peu près 100 millions en salaire. Possiblement que le 10 ans, on parle peut-être qu'un joueur de hockey qui a tout ça, il vaut 50 millions. As-tu bien gagné ta vie à faire ça? Bien, j'ai eu la chance d'être un patineur qui a eu... dans le fond, mon père, il a prévu le coup un peu. On a été soutenu par une agence, un des meilleurs agents d'athlètes olympiques au Canada. Il a pris sa retraite en ce moment. Mais dès 2008, on était avec lui. Fait que tout ce qui a mené à 2010, on a eu plein de partenaires, mon frère et moi, durant toute notre carrière, qui nous a aidés à justement avoir de l'argent pour une sécurité après le sport. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pu me dédier encore plus au sport en n'ayant pas peur de l'après-carrière. Puis là, c'est pas la vie de la majorité des athlètes au Canada puis au Québec. Là. C'est exceptionnel. Je considère qu'un Michael Kingsbury, un Alexandre Bilodeau, c'est juste des skieurs, c'est mes amis plus proches, là. Mais c'est du monde que je peux compter sur mes 10 doigts dans les dernières années, là, dans les derniers 20 ans. Là, un Éric Guay,
a gagné sa vie avec son sport, mais son sport est beaucoup plus lucratif que le mien. Que le tien, oui. Tu sais, le patin courte piste, mettons en ordre d'importance dans la fédération, nous, on a une fédération, c'est l'ISU, International Skating Union. Mais en termes de priorité et de popularité, tu as le patin artistique, qu'eux, ils gagnent quand même bien leur vie. Après ça, tu as le patin longue piste, tu as le patin courte piste. Fait que, Donc, tu sais, vous êtes en bas dans on est en bas de hiérarchie. la liste. Fait que, tu sais, on gagne quand même bien. Les athlètes en ce moment qui patinent, qui vont aller aux Jeux en 2026, gagnent mieux leur vie en faisant du patin que moi, je l'ai gagné quand que je patinais. C'est quand même incroyable. Au niveau, mettons, quand tu gagnes des médailles, tu as des bourses. Fait que chaque médaille mais- vient avec un prix. Pas chaque médaille, mais mettons, dans la saison, maintenant, il y a un globe de cristal. Fait que si il y a un classement général de savoir les meilleurs patineurs à chaque saison, si tu gagnes le globe de cristal, tu as de l'argent relié à ça, puis tu as comme, je pense, les top 10 gagnent de l'argent aussi, comme de moins en moins jusqu'à 10. Là. Au mondial aussi, tu gagnes de l'argent. Bref, tu as plusieurs façons de faire un peu plus d'argent. Puis plus d'argent que les montants sont plus élevés que quand moi je patinais. Je sais pas, là, mais moi, à mon époque, il y avait des athlètes que le pays, c'était complètement différent. Là. Dépendamment de quel titre qu'ils gagnaient. Ouais. Eux autres, il y avait vraiment un support. Ils recevaient un chèque. Puis, tu sais, moi, quand j'ai été champion du monde, j'ai reçu une lettre. Puis, Bravo! oui. Puis, l'année d'après, l'Ukrainien, lui, il reçoit un condo de 500 000 US du président. Ouais. Fait qu'on vit pas dans la même réalité. Non. C'est-tu comme ça là-dedans aussi? 100%. Tu sais, mettons, on a, je te donne un exemple, en 2018, c'est les Hongrois qui ont gagné le relais à Pyeongchang. Puis eux, chaque athlète reçoit un salaire. Mettons, même le salaire par mois, c'est 3 fois plus que nous, on recevait par mois au niveau des gouvernements, mais à vie. OK. Fait que eux, mettons, ils ont ce salaire-là à vie. Fait que on est ailleurs, complètement. Fait que tu pourrais, mettons, ils pourraient prendre leur retraite. Fait que les autres, s'ils se rendent aux Olympiques, Ouais. Puis, mais si tu gagnes une médaille d'or olympique, après OK. ça, tu as un salaire à vie. par mois à vie. Fait que ça. Puis c'est ça s'accumule. C'est comme si on gagne une, c'est tant. Puis si on gagne une deuxième, ça s'additionne sur le premier qu'on a gagné. Puis Ça te tentait pas de déménager? tellement de monde comme on dit, hey, pourquoi tu vas pas patiner pour un autre pays juste pour un jeu? Ça se fait, hein? Ben, il y a une couple de personnes qui l'ont fait. Là. Ouais. Pour l'argent? Mais non, c'est tellement difficile de faire l'équipe canadienne. T'sais, on a tellement de bons patineurs qu'un patineur dit hey, moi, je pense que je ne réussirai jamais à percer au Canada pour X raison. Hey, je vais T'es aller... Canadien. Tu vas représenter notre pays. Ouais, j'ai des amis qui ont été représentés les États-Unis, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Pologne. C'est des pays qui sont plus que contents qu'ils joignent l'équipe parce que c'est même s'ils ne les ont jamais vus sur le circuit international, ils savent que c'est un Canadien qui est proche, dans les 20 meilleurs au Canada, mais ils s'en vont dans leur pays, puis c'est les meilleurs. Là. Ils gagnent les médailles. Ouais, puis, mais il n'est pas un gars du pays. mais eux, ils voient ça comme... C'est une fierté. Je le comprends, Ouais, mais c'est quand même spécial. Hein? Oui, c'est Faut que spécial. tu changes ton nom puis que tu... Ça dépend où tu vas. Il y a des pays où que tu peux garder ton nom. Mettons, en ce moment, il y a un Canadien que j'ai passé avec quand il était au Canada, avant que je prenne ma retraite, Félix Pigeon. Il est rendu polonais. Mais il n'est pas polonais, il est canadien. Tu as changé son nom? Non, il s'appelle Ok, Félix ok. Pigeon. Mais il y a d'autres patineurs que j'ai un Coréen, un très grand rival coréen qui patinait pour la Corée dans ce temps-là, il s'appelait Han Yeon-soo. Il a gagné plein de médailles olympiques. Puis il a eu des blessures en Corée. Puis en Corée, j'aurais vraiment mal les blessures. Il était à l'écart de la compétition pendant 4 ans. Puis là, la Russie l'a acheté. Ben, elle l'a acheté. Il a donné un contrat. On te donne tant de millions par année Sa pendant... citoyenneté Exact. Mais là, en Corée, tu peux pas avoir la double. Fait qu'il a fallu qu'il lâche l'autre. qu'il devienne russe en lâchant la nationalité coréenne. Puis il a fallu qu'il change de nom. Il est devenu Victor Han. Fait que là, c'était un nouveau patineur. Ben, c'était le même patineur, mais sous un autre nom. Puis il a autant de succès, sinon plus. Patines-tu encore? Non.
Ils patinent Non. plus. Mais les Russes ne peuvent plus patiner en ce moment Ah, à cause de la situation. Mais Il est en Ukraine. là. peut-être. Ouais, c'est ça. Il Mais patine plus. Ouais, avec c'est ça, les exact, scarrettes. exact. Les Jeux olympiques, tu vas-tu y regarder? C'est sûr et certain. C'est la première fois que je regarde la maison. Ouais, comment tu vas depuis vivre ça, 2002. là? Ça va être bizarre, là. Ouais, ça va. Peut-être que je vais avoir un petit pincement au cœur, mais je pense que ça va être plus un pincement de. Je vais être content puis je vais être fier de les voir où ils sont rendus parce que tous les gars et les filles qui sont là, moi, j'ai passé avec eux autres au moins minimum 4-5 ans avec eux autres. Fait que pour moi, c'est tout encore mes amis puis mes chums qui vont aller se battre pour des médailles. Fait que pour moi, je vais être super fier d'eux autres. Puis je vais les regarder avec mes filles. C'est la première fois que mes filles vont regarder les Jeux olympiques. Ça va être spécial. Mes 2 filles font du patin. La plus jeune vient d'avoir 3 ans hier. Là. Fait que ça va être... elle commence à patiner un peu ses bottines, mais elle adore ça. La plus vieille, ça fait 3 ans qu'elle patine, puis elle aime bien ça, puis elle connaît tout le monde. Ben, presque tout le monde sur l'équipe. Fait que elle va les voir, puis elle commence à comprendre pas mal plus que papa est allé aux Olympiques, puis c'est gros, puis que... Tu es déjà en train de la préparer, là. Mais en fait, moi, mon but, là, c'est tout le monde me demande « Ah, tu veux que ta fille fasse du patin? » Je suis comme, moi, je veux juste que ma fille, elle aime patiner, puis qu'elle apprenne à patiner. Si elle veut faire une carrière de patin, c'est elle qui choisira. Mais elle adore la danse, elle adore le karaté, elle adore courir. Elle aime tout. Je pense que l'été prochain, on va l'inscrire dans un club d'athlétisme parce qu'elle adore courir et elle est super athlétique. Fait que mon but, c'est qu'elle touche à tout. Elle fait de trampoline, elle fait de la gymnastique, du soccer, elle fait plein de trucs, puis elle aime tout. Pas qu'elle est bonne dans tout, là, mais ça va être une athlète. elle aime ça. C'est ça qui est important. Ouais. Moi, je veux qu'elle soit... Puis, si elle ne choisit même pas un sport, ça me dérange. Tant qu'elle développe son côté sportif étant jeune, je pense que c'est l'essentiel. Tu sais que là, cette année, tu ne seras pas là. Ça va te faire bizarre. Ça va faire bizarre pour bien du monde parce que ça fait longtemps qu'on est habitué de te voir aux Jeux olympiques, d'entendre parler de toi. Ouais. Ça va être la première année que tu ne seras pas là. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être être un peu désarçonnés. C'est un peu comme si, là, ça va être boiteux comme exemple, mais mon chien est habitué parce qu'il y a une bonne fontaine qui est toujours là, puis à un moment donné, on l'enlève, puis il fait un coup se tourner en rond parce qu'il la cherche. Là, ils vont chercher. Il est où, Charles? Il n'est pas ici cette année. Exact. Ben, c'est comme un peu genre, hey, on est rassuré, Charles est là, ça va bien aller, tu sais. Mais, tu sais, pour vrai, le leg que moi, j'ai laissé, le leg que moi, j'ai suivi de Marc Gagnon, c'est un peu la même chose, tu sais. Quand j'ai pris ma retraite, le monde était comme, y a-tu de la relève, tu sais, après toi, tu sais? Je suis comme, de la relève? Comme, je peux vous nommer 5 noms, puis ça pourrait être le prochain champion du monde. L'athlète canadien? Oui. Les athlètes canadiens en courte piste. Donne-moi des noms. En fait, tous les gars peuvent gagner des médailles, mais ceux qui ont le plus de pourcentage de chances de gagner, William Danginou, ce gars-là, c'est un phénomène. Les 2 dernières années, il a remporté la médaille d'or sur la moitié des courses. OK. Fait que sur 30 courses, il en a gagné 15. Puis il y a 19 podiums sur 30 courses. Fait que 63% des... C'est un gars de où? C'est un gars de Montréal, Montréal-Saint-Michel. On le connaît pas? C'est du patin court. Moi, je le connais. Mais tu sais, le monde du patin le connaissent, le monde... Mais c'est probablement... Il y a quel âge? Il y a 20... Il y avait 22? Ouais, 22. 21-22. Proche de l'âge que moi j'avais quand j'ai commencé là, à faire les Olympiques. Mais on va le connaître cette année, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça. C'est Will, après ça, il y a Steven, que lui a fait les jeux. Steven qui? Steven Dubois. Dubois? Il a fait les derniers jeux avec moi à Beijing. Il a gagné 3 médailles. Personne ne les connaît. Il a gagné or, argent, bronze. Oh, mais là, Esther, tu vas me nommer les autres parce que moi, je vais les connaître. Parce qu'on peut garer là-dessus, Esther. Oui, c'est vrai. Mais ces deux gars-là, à l'eux deux, moi, je leur prédis 3 médailles. Peut-être 4. Fait que j'ai fait mes bêtes avec le monde au patin, là, puis on va voir qui va gagner, mais moi, je le prédis minimum 3 médailles, ces deux-là. Après ça, tu as un Félix Roussel qui peut surprendre tout le monde. Surprendre tout le monde. Moi, il ne me surprendrait pas parce que je crois clairement qu'il a le potentiel de gagner une médaille sur n'importe quelle distance.
C'est juste que ce soit sa journée puis que ça aille bien. Après ça, il y a Maxime Lahoun, qui est un de nos meilleurs patineurs aux 500 mètres depuis les 2 dernières années. Malheureusement, il s'est cassé la cheville il y a 3 mois. Puis là, il va faire partie de l'équipe. Tu sais, il est retourné sur la glace, puis il patine, puis il va bien. Va-tu être là? Il va être là. Est-ce qu'il va être à 100% comme il était il y a 3 mois? Le temps va nous dire, mais il va être très proche. Puis les jeux, avec l'engouement et Tout tout, peut arriver. tout peut arriver, puis tout... S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est lui. Il a déjà passé, il s'est déjà blessé avant les Jeux. Il a gagné l'or avec moi au relais. Là. Cette médaille-là, il l'a aussi, la médaille d'or au relais, là, Maxime Lahoun. Puis 1 an avant, il s'est cassé le tibia à 3 places, le péroné, en patin. Il a dû se faire opérer. Puis il a failli mourir. Il a failli mourir sur la table d'opération à cause d'un syndrome de compartiment dans sa jambe. Puis 1 an plus tard, il a gagné Puis une 1 an médaille. plus tard, il gagne la médaille d'or. Fait que s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, de réussir à faire ça, c'est Max. Lui. Puis l'autre gars, c'est Jordan Pierre-Gilles. Jordan Pierre-Gilles, c'est un showman. C'est le gars qui, quand le moment arrive, là, tu peux toujours compter sur lui. Il est tout le temps là. Il va toujours performer. Il marche sur la pression. C'est plus de pression qu'il va avoir, meilleur il va être. Fait que, est-ce qu'en ce moment, c'est pas, mettons, la personne vers laquelle tout le monde regarde parce qu'il était blessé cet été, puis il revient d'une blessure. Mais ce gars-là, il ne faut jamais le compter comme battu parce que c'est un gars de grand moment. Puis le côté des filles, Courtney Sarro, Kim Boutin, eux, c'est sûr qu'ils gagnent des médailles individuelles. Puis les relais des filles, c'est sûr qu'ils vont gagner une médaille. Les relais des gars, c'est sûr qu'ils gagnent une médaille aussi. Moi, je prédis l'équipe, 8 médailles. Là, tu sais qu'on t'a sur le tape. Tu sais qu'on t'a... Oh, oui, je suis pas gêné de le dire. Parfait. Je crois sincèrement que 8 médailles, c'est possible. Hey, La fédération en prédise 7. Moi, 8. Ils t'ont-tu demandé de participer à titre d'analyste ou de t'impliquer? Ben, je pense qu'ils ont déjà leur équipe. Au niveau Radio-Canada, ils ont déjà l'équipe qui gère... Ils n'ont pas Charles Hamelin, quand même. Ils n'ont pas Charles Hamelin. Mais la phase que quand il y a une équipe qui va bien, ben, tu gardes cette équipe-là puis tu roules avec elle. Fait que, en même temps, j'ai pas de temps. Moi, je fais autre chose aussi. Mais je vais avoir un petit rôle avec Alex Plick. Son nom, c'est Alexandre Drolet. Elle est partie un peu à son compte sur informer les gens et tout. Puis c'est pour ça que son Instagram, c'est Alex Plick, parce qu'Alex Plick. Fait que là, elle s'en va au jeu. Puis là, moi, je reste ici. Fait qu'on va avoir une collaboration avec elle pour parler justement des jeux en général, mon vécu en tant qu'Olympien, puis en même temps, parler un peu des résultats. On va sûrement t'appeler aussi au niveau... Je fais une couple de petits trucs avec les jeux. Parce que ta blonde va t'impliquer, là. Oui, ma blonde... Mais ta femme? Oui, ma femme, Geneviève Tardif, est chef d'antenne pour les Jeux de... Elle était chef d'antenne pour les Jeux de Paris, encore une fois pour les Jeux de Milan. Fait que c'est elle qui fait la partie de la soirée, là, de 10 à 3, je pense. De 10 à 3, je pense, à chaque soir. Elle va être là avec nous autres. Fait qu'elle va se remettre en contact avec toi des fois. Mais elle fait ça de Montréal. Tous les chefs d'antenne, c'est... OK, elle est pas là-bas? Oui, exact. C'est dans les bureaux à Radio-Can. C'est pas... Oui, c'est ça. Mais il y a 4 ans, il y a 4 ans, non, il y a 2 ans, c'est les Jeux d'été à Paris. Là, elle était sur place. OK. Là, on est allé la rejoindre à la fin des Jeux. On est allé vivre un petit peu les Jeux avec elle. C'est vraiment cool. Mais là, cette année, c'est... Tous les chefs d'antenne sont basés à Montréal. Un petit peu moins, quoi. Un petit peu moins. Il va faire un peu plus frais. Oui, c'est ça, exact. Hey, tu fais quoi de tes journées, à part entraîner? Tu trouves-tu du temps à faire des activités ou des choses que tu n'avais pas le temps de faire à l'époque? Ben, je te dirais que mon temps à l'extérieur d'être entraîneur, je le passe avec mes filles, majoritairement. Les activités avec les filles, ils font de la danse, ils font du patin, ils font du karaté, comme je disais tantôt. Enfin, on fait des activités avec eux autres, mais j'aime bien quand même encore m'entraîner un peu dans mes temps de pause pendant que je suis à l'aréna ou des trucs comme ça. Mais on aime bien se divertir et puis voyager. Je pense que c'est un peu ça qu'on fait quand on a du temps. Soit Jen et moi, ça n'arrive pas souvent qu'on fait rien, soit un et l'autre en même temps. Surtout pas avec des jeunes enfants, là. Exact. Mais on est allé, au jour de l'an, on est allé à Orlando
à dîner Avec les filles? avec les filles. Hey, ça, Fait c'est-tu que, cool, hein? c'est malade. C'est vraiment cool. Moi, j'avais jamais... Ils sont chanceuses. Ils sont allés à Disney Paris, Disney Tokyo, puis Disney à Orlando Wow. en 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, quand on est allé à Paris avec maman, on est allé à Tokyo l'été passé. Puis là, aujourd'hui, on est allé à Orlando. Ils ont quel âge, là? 5 et 3 maintenant. Faut que tu en profites parce que tantôt, t'as combien de salles de bain chez vous, là? Là, on en a 2. tu vas manquer de salles de bain, c'est tu ça, le exact, sais, hein? c'est ça. C'est 2 filles, 2 salles de bain, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'aller dehors, moi. Hey, merci, Charles, c'est Ça super. fait plaisir, c'est vraiment cool. Vraiment, Yes. j'apprécie beaucoup.